Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue dans le balado Export Impact, une série sur les entreprises qui prennent des risques, qui rêvent grand et qui ont un impact mondial. Le titre de mon prochain invité est l'étoffe des rêves d'enfants. Pierre Morin est un glacier professionnel. Oui, il fait de la crème glacée. Il passe ses journées entouré de sucrés, de crème glacée, de gelato, de sorbets décadents. Mon Dieu, quelle belle vie, mais je suis certaine que c'est pas si sucré que ça tous les jours. Monsieur Morin est copropriétaire de l'entreprise montréalaise Top Glacier qui regroupe sous un même chapiteau 4 salons de crème glacée de qualité supérieure. Et je crois dernièrement, vous avez fait aussi une 5e acquisition dont on va parler. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Donc, en plus de produire des délices glacés qui font notre plaisir, l'entreprise s'est, dans le passé, investie dans la lutte contre le réchauffement de la planète en soutenant, entre autres, la protection des glaciers. Et dernièrement, ils ont eu une réorientation de leur stratégie en construisant une nouvelle usine à la chute dont Pierre va nous parler tantôt. Pierre va aussi nous parler de ce qui les a incités à se lancer dans l'exportation, puis de la façon dont lui et ses collègues résistent à l'envie de manger à tous les jours de la crème glacée. Bonjour Pierre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Pas de crème glacée à la main aujourd'hui? Pas de crème glacée à la main, mais plusieurs jours cette semaine, il y en a eu parce qu'on avait des nouvelles saveurs à goûter. Alors c'est très, très pénible. J'ai un travail très difficile. Donc, bienvenue dans le balado, Pierre. Top Glacier a été fondé en 2016, puis je le disais tantôt, Top Glacier réunit 4 grandes marques de crème glacée québécoises qu'on connaît, Cool Wave, Solo Fruits, Lambert et Glacier Bilboquet, puis je pense qu'il y en avait une 5e dernièrement. Depuis le mois de juin, il y a crèmerie ou laiterie Chagnon qui fait partie de notre groupement. Alors, il faut comprendre que Top Glacier est issu d'une fusion de petites entreprises. Puis l'idée étant, si on se met ensemble, on va être plus fort. Et c'est ce qu'on a fait. Ça s'est pas fait en criant ciseaux, là. Ça a pris quand même un bon 2 ans pour s'ajuster, mais ça nous a permis d'aménager une usine qui était capable de produire pour tout le monde. Et à tel point que ça s'est tellement bien passé que là, on est prêt à aménager une seconde usine qu'on va spécialiser, qui va être située à La Chute, et qui va être spécialisée, elle, uniquement pour des produits non laitiers. Donc, l'usine de Montréal va être pour des produits laitiers, donc la crème glacée traditionnelle, et l'usine de La Chute, ça va être pour des produits à base de lait de noix de coco, de lait d'avoine, de soya et de sorbet. Qui est vraiment très, très tendance. Donc, peut-être me ramener au départ de l'entreprise, ça ressemblait à quoi? Il y avait une marque, puis là, tranquillement, vous avez fait des acquisitions ou il y avait déjà quelques marques qui se sont mis ensemble? Peut-être, rappelle-moi un peu. Il y avait le propriétaire de Bilboquet, qui était moi, qui est allé rencontrer un de ses concurrents, qui est mon partenaire, qui s'appelle Bernard Duchesne, qui avait la marque Solo. Et j'avais été le rencontrer pour lui dire, écoute, moi, je pourrais produire pour toi pendant l'hiver parce que je suis pas occupé. On était après à discuter, puis il dit, ben oui, mais pourquoi on travaille pas ensemble? Alors, il m'a fait part de ses défis, je lui ai fait part de mes défis, et on a convaincu d'autres petits fabricants qui pouvaient se joindre à notre groupe. Alors, c'est ce qu'on a fait, mais par la suite, il a fallu faire comme un ménage. Alors, il y a des marques qu'on a incorporées dans nos marques existantes, et il y en a d'autres qu'on a rajoutées. Cool Wave, c'est arrivé après ça. C'est arrivé en 2021. La production a été faite à Winnipeg. Alors, on a pris une participation dans la compagnie et on a déménagé la production de Winnipeg à Montréal. Et finalement, on a acquis l'entièreté de la compagnie en 2022. Chagnon, c'est un peu la même chose. On a pris une participation de 50% avec la famille qui contrôlait Chagnon. Puis l'idée, c'est qu'on a des installations de fabrication particulièrement moderne et efficace. Donc, on a une valeur ajoutée quand on parle à ces gens-là. Puis, une compagnie comme Chagnon, entreprise très connue au Québec, entreprise familiale, ils sont dans des marchés dans lesquels on n'était pas. Donc, c'était comme un mariage naturel. Donc, peut-être, de ce que je comprends, dans le fond, chacune de ces marques-là a un positionnement particulier. Peut-être juste me faire l'image. Bilboquet, on fait des crèmes glacées de catégorie premium. Donc, c'est vraiment du haut de gamme, ainsi que des sorbets.
qu'on fait depuis toujours. Solo Fruits, c'est spécialisé sorbet, mais sorbet biologique et glace à base de soya biologique. Alors, on a plutôt de dessert glacé, là. La marque Lambert, c'est une vieille marque du Québec. C'est plutôt des crèmes glacées à prix populaire. Un peu la même chose que Chagnon, sauf que c'était dans des marchés différents. Et l'autre, Coolway, c'est une jeune compagnie qui a peut-être 7 ou 8 ans, qui a commencé avec des glaces qu'on appelle high protein, low fat, low sugar, protéinées. Mais là, avec cette marque-là, on a lancé aussi une glace sans sucre. On aime bien les petits marchés spécialisés. Vous savez que dans le domaine de la crème glacée, là, on joue contre des gros joueurs, des multinationales qui normalement nous donnent pas un pouce, là, mais on a réussi à les contourner. Alors, on est présent, on grandit, et ce qu'on est arrivé à faire, c'est qu'on continue d'investir dans notre usine, dans nos usines, mais on se sert de contrats à l'exportation pour financer des équipements qu'on pourrait pas se permettre juste nous. Alors, c'est pour ça qu'on travaille avec des grosses compagnies, puis on a un savoir-faire qui est quand même reconnu dans l'industrie. Donc, on en profite. Alors, on a travaillé très fort avec un client qui s'appelle Oatly aux États-Unis, qui était un des grands fabricants de produits à base de lait d'avoine. Alors, on fait toute leur glace. On en rajoute 2 autres cette année. On commence la production là au début de l'année. Il y en a un qui c'est à base de sorbet à l'açaï, qui est un des leaders sur le marché américain. Donc, on va produire pour eux, pour l'Est américain. Comprenez, là, Canada, c'est 40 millions d'habitants. L'Est américain, c'est 200 millions. Alors, c'est des marchés absolument fabuleux. Alors, et on peut exporter des produits non laitiers, ça s'exporte avec très peu de droits de douane. Parce que, justement, les droits de douane avec les quotas laitiers, tout ça. Et c'est pour ça maintenant qu'on peut justifier avoir une usine qui va faire uniquement du non laitier. Et nos clients, qui sont des puristes, sont très heureux de ça parce que le produit laitier souvent est un contaminant pour eux. Donc là, on va avoir un univers complètement aseptisé, là, si on peut dire. Donc, selon toi, la tendance végétale / plant-based, elle est là pour grandir? C'est un petit marché encore aux États-Unis, mais comme le marché il est 10 fois plus gros qu'ici, ben pour nous, il est important. Et la beauté, c'est que ça nous permet de parler à des gens qui sont en Asie, qui sont en Europe, parce que même dans ces pays-là, ces produits-là sont exportables. Puis comme on a une notoriété dans ce marché-là, ben on attire l'attention de beaucoup de gens. Donc, nous, la voie de l'exportation, là, a été un facteur déterminant dans notre croissance. Mais l'exportation pour Top Glacier, dans le fond, ça passe vraiment par de la marque privée. Vous n'êtes pas en train d'établir Coolway ou Lambert ou Bilboquet aux États-Unis? Pas encore. On s'est dit, on va travailler avec des bons partenaires qui ont leur propre marque. On a des réunions avec eux à chaque semaine et on est confiant que ces gens-là, parce que nous, on leur parle du marché canadien, il y en a qui sont ici, il y en a d'autres qui ne le sont pas, qui sont intéressés. C'est intéressant de pouvoir parler avec des gens qui connaissent leur marché. Ça joue des deux côtés. Donc, on est très confiant que nos marques vont arriver sur le marché américain. Les marques de produits non laitiers vont arriver là, dans les prochaines années. Donc là, la stratégie que vous avez, c'est vraiment renflouer les coffres, investir dans vos capacités avec la marque privée, avec un certain volume qui vient des États-Unis et peut-être d'ailleurs, pour éventuellement réinvestir dans exporter vos propres marques. Pourquoi, justement, pas avoir mis de l'avant ses propres marques à l'exportation? Est-ce qu'il y a des défis reliés à ça? D'abord, il faut comprendre, là, quand on vend aux États-Unis, ils ont une beaucoup plus grande variété de chaînes de supermarchés. Nous autres, on a 3-4 grosses au Québec, au Canada. Là-bas, ils en ont 200. OK? Pour eux autres, là, une chaîne de 200 magasins, c'est une petite chaîne. Pensez à Kroger, qui a 2800 magasins, Albertson qui en a 1800, Publix pour les gens qui vont en Floride. Wegmans. Exactement. Walmart, 4700. C'est colossal. Et c'est ça la beauté du marché, c'est que, sauf que, on est en concurrence avec toutes les autres marques américaines.
Donc, on y va étape par étape, puis on essaie de se développer une spécificité dans des produits qui existent plus ou moins. Les sorbets, c'est très peu développé aux États-Unis. Puis là, on remarque depuis 1 an, il y a beaucoup plus d'intérêt, il y a des gens qui nous parlent, et on regarde les possibilités éventuellement, mais on n'est pas prêt encore. Mais ça s'en vient. Mais ça, mais je trouve ça intéressant comme stratégie parce que, bon, je comprends que la stratégie de la marque privée donne beaucoup de capacité au niveau de la production, mais de ce que j'entends, ça donne aussi beaucoup de mainmise, de relations et de savoir-faire, de connaissances du marché qui tranquillement vous ramenez pour développer un produit unique, différencié, parce que c'est ça, on l'a dit tantôt, je veux dire, si on arrive avec une autre crème glacée à prix populaire aux États-Unis, là, il y en a un puis un autre, tu compétitionnes, puis là, il faut que tu mettes énormément de dollars vers ton produit. Donc, là, le but aussi, c'est de trouver le produit unique, différencié pour pouvoir percer sous votre marque, là. Et on a pris la décision, go with the flow. Donc, ça va arriver, là. Mais on travaille déjà, on est partout aux États-Unis, là. Moi, j'ai des amis qui vivent en Californie et qui voient des produits qu'on fabrique sur la rue Saint-Urbain à Montréal sur leur tablette là-bas. Alors, ça donne, mettons, un gros velours de voir ça. Mais on a préféré investir dans notre capacité de produire, la quantité, la qualité et la variété des formats. Alors, on faisait des petits pots. Maintenant, on fait des barres sur bâton. On va faire des cornets bientôt. On a commencé à faire des bonbons. Alors, on devient un joueur intéressant pour ces compagnies-là qui veulent se développer dans d'autres formats. Rester très, très agile, différencié, unique, mais tout ça, cette connaissance-là vient de justement ces relations-là que vous avez puis que vous avez développées à travers le temps. Et on a des réunions. Nous, une des conditions avec nos clients, quand on travaille avec eux, on a une réunion par semaine avec eux, qui est cédulée. C'est dans le programme. OK? Alors, on a préféré investir dans notre capacité de pouvoir suivre nos clients. Et ils ont commencé dans des pots. Puis là, vous faites c'est ça qui est arrivé avec Oatly. Vous faites des barres sur bâton, ben ça nous intéresse. C'est un autre marché, ça. Donc, est-ce qu'on parle de co-développement ou vous arrivez avec la R&D, avec l'idée? Eux, ils ont des idées. Puis ils se sont rendus compte qu'on se débrouillait pas mal pour développer des recettes intéressantes. Faut dire qu'on a des années d'expérience derrière nous avec nos différentes marques. Donc, c'est un travail conjoint, dans le fond. Et ils aiment beaucoup ce genre de relation-là, puis ils aiment ça. Ils sont pas habitués de se faire dire, non, c'est une réunion par semaine, là. OK? C'est pas... Oatly, c'est le jeudi matin à 11h. C'était hier, ça. C'est pas... Puis il y en a d'autres, c'est qui sont sur la côte ouest, qui sont plus tard dans la journée, parce que pour eux autres, ils ont 3 heures de retard. Mais c'est comme essentiel, et les gens qui sont touchés par ça, parce qu'il y a des ordres du jour qui sont envoyés, ben, ils sont présents. Alors, les contacts sont très fréquents, puis les problèmes s'accumulent pas. On les règle à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres marchés que les États-Unis dans votre portfolio, dans votre mire? Écoutez, oui, et ça, je dois dire, EDC est un partenaire important pour nous, pour l'exportation. Ils nous ont mis en contact avec une chaîne du Mexique, qui a 824 magasins. Alors, ça fait déjà 1 an et demi qu'on est en contact avec eux. On devrait recevoir nos premières commandes au mois de janvier. C'est très intéressant. On se rend pas compte, hein, ici, les volumes à l'international sont quand même faramineux. Je vous donne un exemple. Métro, au Québec, c'est 195 magasins. IGA, c'est 300. La chaîne avec laquelle on va travailler au Mexique, qui est un pays qui est quand même pas mal plus populeux, c'est 824. Mais on est capable de le prendre. C'est 35 heures de camion d'ici jusqu'à Monterrey, parce que l'entreprise vient de Monterrey, dans le nord du Mexique. Alors, c'est comme de raison, on vend au camion plein, là. C'est pas, on n'envoie pas une palette, là. C'est, quand on parle de ce nombre de magasins-là, ils sont capables d'en prendre. C'est ça, je veux dire, le gain peut être faramineux avec cette quantité de magasins-là, mais il faut fournir. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on a misé un peu plus sur la capacité de production, parce que ça nous donne accès à des gros clients. Il n'y en a pas des tonnes, là, qui peuvent faire ça. Donc, nous, on a pris cette voie-là. Donc, vous êtes vraiment positionné dans ce marché manufacturier-là.
justement, parlant de capacité de production, parle-nous un peu là, de votre nouvelle usine de la Chute. Bon, alors, comme je vous ai dit, elle va uniquement fabriquer des produits qui sont à base de non laitiers. Donc, à base de lait de soya, lait de noix de coco, beaucoup de lait d'avoine et des sorbets qui sont à base de fruits. L'usine de Montréal, elle va rester comme usine laitière. Sauf que la capacité de l'usine, à cause de l'exportation qu'on peut faire à partir de la Chute, elle va avoir une capacité d'à peu près 5 fois plus grande que celle de Montréal. Puis c'était un bâtiment fait de façon... Qui était déjà existant, qu'on a acquis, ça fait 1 an et demi. Il a fallu mettre l'immeuble à niveau. Le projet a pris un petit peu de retard, pas à cause de nous, mais à cause des équipements qu'on a achetés. C'est beaucoup des équipements européens et ils sont en retard un petit peu. Mais on devrait commencer la production là à partir du mois d'avril. Comment on navigue justement ces retards-là avec nos différents partenaires d'affaires? Tu sais, c'est quand même un défi, là. Tu te dis, je vais livrer juin 2023, décembre 2023, non, excuse-moi, c'est avril 2024. Alors, on a été très ouvert et très clair avec eux. Ils savent qu'on réaménage, qu'on met à niveau une nouvelle usine. Eux aussi, ces gens-là, ils achètent des équipements. Les meilleurs équipements de crème glacée, c'est beaucoup les Allemands et les Italiens qui les fabriquent, sont au courant des retards. On essaie de compenser. Là, actuellement, à l'usine de Montréal, on fait les deux, là. On est pas mal occupés. À Montréal, on fait du laitier et du non laitier avec des protocoles très sévères. Les clients ont été très, très compréhensifs parce qu'on les a tenus au courant, de toute façon. Parce que vous étiez transparent tout au long du processus, ouais. Oui, absolument. Donc ça, c'est le secret, dans le fond, la communication, rester transparent, clair, ouvert. Oui. Puis nous, ce qu'on leur dit, on veut que ça soit pratiquement un privilège pour une entreprise de travailler avec nous. C'est un peu péteux de dire ça, là. Mais nous, ce qu'on veut, on cherche des entreprises qui ont des marchés bien particuliers, qui vont pas nécessairement se battre avec les grosses compagnies, qui ont des produits qui leur ressemblent, qui sont dans une niche, qui ont un fort potentiel de croissance et qui peuvent se développer. Alors, pour nous, c'est intéressant d'avoir des clients qui vont grandir parce qu'ils vont nous faire grandir en même temps. Donc, vous cherchez vraiment des partenaires d'affaires sur du long terme. Absolument. Alors, nous, là, des clients qui, 1 an ou 2, regardez, on va passer à d'autres choses. Nous autres, on veut avoir des clients le plus longtemps possible. Comme nos entreprises, à la base, Bill Boquet, il y a des clients qu'on a depuis 25 ans. Alors, ça, c'est l'idéal. Je peux vous dire que plus on travaille ensemble, plus on se connaît, plus c'est facile. Puis plus on échange d'informations, plus on peut s'appuyer. Ça devient très intéressant. Puis ce que j'aime beaucoup, là, je fais un aparté parce que là, on a un nouveau client de Californie qui est débarqué cette semaine et qui ne connaissait pas le Québec. Alors ça, là, moi, j'ai une fierté totale. Et c'est surprenant de réaliser à quel point certains coins des États-Unis, ils n'ont aucune idée de notre existence. Puis, moi, quand je leur entends dire « It's so French here », ben oui, on parle français. On a quand même perdu, mais on est quand même pas mal de francophones ici. Est-ce que, justement, à quel point toute cette aventure-là entrepreneuriale-là est basée sur le relationnel? Tu sais, j'entends que c'est une très, très grande valeur pour vous. Est-ce que c'est le nerf de la guerre de développer les relations pour être périn dans le temps? C'est le nerf de la guerre parce qu'à ce moment-là, on peut tous dire et on peut toujours avoir confiance que notre partenaire peut nous faire grandir encore plus. Alors, je vais vous dire, les relations qu'on a actuellement, c'est toujours un petit peu inquiétant, mais ils vont aller voir ailleurs. Mais c'est ça qui arrive, là. On est tellement à un autre niveau qu'ils vont pas voir ailleurs. Ils ont dit, regarde, on aura un projet pour faire des bonbons. Ben écoute, on va le regarder. Si ça vaut la peine, on va le faire. Alors, très ouvert. Et jusqu'à maintenant, ça nous a très bien servi. Puis est-ce que c'est un défi à l'interne, justement, tout ce développement-là, la croissance, le développement des affaires, de mettre beaucoup d'énergie là? Est-ce que, malheureusement, ça nous empêche de conserver notre énergie sur la maintenance? Ou comment on fait pour jongler entre les deux? On est rendu une entreprise d'une certaine taille. Ça veut dire qu'on commence à avoir des gens. Moi, j'aimerais vous dire, je travaille beaucoup de la maison. Parce qu'avec les écrans aujourd'hui puis l'Internet, c'est très facile. Puis le running gag, c'est que je viens au bureau peut-être 1 fois par semaine. Je rencontre du nouveau monde à chaque semaine. On embauche actuellement. Vous êtes combien, toi?
Mais là, je pense qu'on est autour de 85. Mais il y a 1 an, on était 60. Puis il y a 2 ans, on était 35. Alors, c'est pas des gros chiffres, mais il faut penser que on investit aussi beaucoup en automatisation. Donc, on va être capable de faire... Puis l'usine de la chute, on devrait être à peu près 80, alors que les anciens occupants de cette usine-là, ils étaient au-dessus de 200. Mais là, on n'a pas le choix, là. Il faut qu'on investisse en automatisation. Ouais. Donc, ça va faire de votre appartement, on va peser sur un bouton, puis il y a un beau bâton de crème glacée qui va sortir à la chute, qui va être transporté. C'est presque ça, mais c'est pas comme le goûter comme de raison. C'est certain que quand je viens au bureau, j'ai la chance de pouvoir goûter un paquet de nouveaux produits, et je peux vous dire c'est très difficile. Parce que normalement, tu peux goûter, puis pas nécessairement avaler. Moi, j'ai beaucoup de difficulté avec ça. Quand je goûte, j'avale. J'aime ça. Fait que c'est pas un défi en même temps de jongler entre la croissance. Oui, c'est un défi. C'est un défi, mais l'équipe s'est bâtie autour de ces défis-là. Et comme je vous dis, ben on est plus nombreux là pour s'épauler. Donc, c'est toujours des défis, mais c'est plus facile. En termes là, de ESG, qui est un sujet vraiment de l'heure, je comprends que l'usine a été reconstruite ou construite, pas construite, comment ça, elle a été, comment ça? Mais je vais vous donner des exemples aussi simples. Alors, comme de raison, on travaille avec des clients pour qui c'est une priorité numéro 1. Oatly, on a un rapport de 60 pages à faire à chaque année. Sur qu'est-ce qu'on a réussi à faire cette année qui nous améliore? Il faut dire que on est quand même favorisé au Québec. Notre usine, là, elle marche à l'électricité. L'électricité, c'est de l'hydroélectricité. Mais ces gens-là aussi, nous, il y a pas longtemps, il y a 2 ans, les pots Bilboquet, c'était des petits pots en carton, mais on avait un couvercle en plastique. Alors, ces gens-là nous ont dit, nous, on n'est pas à l'aise avec ça, on veut avoir des couvercles en carton, puis on veut avoir un petit film protecteur en papier. On n'avait pas l'équipement pour faire ça. Puis on n'avait pas les équipements qui, juste avec la marque Bilboquet, qu'on aurait pu justifier. Mais comme ces gens-là sont embarqués là-dedans, on a réussi à faire l'investissement avec leur aide, puis de nous s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Il n'y a plus de plastique ici, là. 0-0? Oui. Donc, ça vous a vraiment permis, ces partenariats-là, de faire de l'éco-conception puis de pouvoir financer là, des projets d'innovation. Absolument, parce qu'ils ont du volume. Donc, ça nous aide. Ça fait un sens, là. Il y a un retour sur investissement. Puis, est-ce qu'il y a différents piliers à l'interne, justement, pour réduire votre empreinte environnementale, différents piliers stratégiques auxquels vous avez réfléchi, puis vous mettez de l'avant certaines actions, je sais pas, que ce soit le transport par camion? Oui, mais c'est genre notre utilisation d'eau. Vous savez que l'eau, on l'utilise comme réfrigérant. On n'était pas, il y a 2-3 ans, on n'avait pas de système de récupération. L'eau est jamais en contact avec le produit. C'est de l'eau froide, c'est de l'eau qu'on refroidit, qui passe dans les parois et qui donne une certaine texture à la crème glacée. Alors, mais là maintenant, on a réduit notre consommation d'eau par 50 à cause de ça, parce qu'on réutilise notre eau. C'est ça, c'est quoi un circuit fermé? Oui, c'est ça, c'est un circuit fermé? Oui, des petites choses comme ça, au niveau de l'emballage. Les congélateurs, comme je vous disais, à la chute, ça va être des congélateurs au CO2. Ça, c'est ce qui est probablement le plus écologique comme... Versus quoi, habituellement? C'est beaucoup de l'ammoniac. Alors là, on n'aura pas ça. Donc, on est très allumé à ça. Puis nos clients, ils le sont aussi. Puis eux autres ont des suggestions, souvent, dans ce sens-là. Donc, encore une fois, on travaille ça en équipe. Puis je pense aussi, même, au-delà de ces initiatives-là d'eau, d'emballage, de congélation CO2, il y a aussi tout ce qui est la composition du produit. C'est sûr qu'on fait une analyse de cycle de vie de crème glacée à base de lait d'avoine, lait de soja versus laitier, tout ça. Il y a aussi, j'imagine, un gain là au niveau de la réduction. L'industrie laitière, ça va pas changer, c'est toujours là. Mais juste l'utilisation de l'eau pour sortir 1 litre de lait, c'est colossal la quantité d'eau qui est nécessaire. Comparé au soya, comparé à l'avoine. Mm-hmm. Puis là, j'inclus pas la noix de coco, parce que la noix de coco, ça vient de Thaïlande, il y a du transport. Bon, on travaille avec la noix de coco pour certains clients, mais on travaille beaucoup avec l'avoine. Puis l'avoine, est-ce qu'elle est canadienne? Elle est canadienne, absolument.
Mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est contre-intuitif parce que, bon, de ce que j'ai compris avec le temps, un transport maritime qui vient de loin va être moins polluant que de shipper des amandes de Montréal en Californie en camion. Donc, des fois, il y a quand même des résultats contre-intuitifs. C'est dur. Il faut vraiment faire des analyses de cycle de vie poussées pour avoir une vraie empreinte, une vraie mesure. Alors, on est dans ce mode mental-là. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve ça intéressant que vos partenaires vous aident à aller encore plus loin dans votre innovation. C'est vraiment un partenaire, un partenariat gagnant-gagnant, là. Absolument. Puis moi, j'ai une grande fierté aussi. On commence à travailler, je donne Oatly comme exemple. Quand on a décidé de se lancer dans les bars, c'est pas compliqué, c'était pendant la pandémie. Alors, ils n'étaient pas au courant qu'on avait acheté une machine pour faire des bars. Alors, on avait l'avantage d'avoir les adresses de toute la haute direction. Alors, on a fait des bars à base d'avoine, trempés dans du chocolat sans produits laitiers, et on leur a envoyé ça chez eux, une boîte de 12. Peux-tu vous dire? Alors, c'était envoyé avec de la glace sèche le jeudi. Le lundi matin, le téléphone sonnait, puis 6 mois après, on commençait à produire. Vous les avez eus par les papilles? Absolument. Donc, c'est intéressant, quand on est une taille comme la nôtre, on peut être très proactif. Et ça, ils ont beaucoup aimé cette approche-là. Et, alors, ils ont quand même, de leur côté, il y avait certaines exigences. Je vous donne ça comme exemple. Mais le chocolat, ça va venir de telle compagnie à Chicago. Alors, on a commencé à travailler avec eux, comme ça, puis pour se rendre compte, regarde, ce produit-là, ça pourrait être fait chez Barry Callebaut à Saint-Hyacinthe, là. T'sais. Alors, on les a convaincus de faire... Saint-Hyacinthe, c'est 50 minutes de Montréal, OK? Alors que la compagnie de Chicago, ben, c'était des heures et des heures de camion, là. Donc, on a un rôle à jouer de ce côté-là aussi. Puis comme de raison, ben, l'argument, écoutez, là, vous nous demandez d'avoir du transport à n'en plus finir. Nous autres, là, c'est à côté de chez nous. Ils ont compris ça, ils ont fait les tests, et maintenant, on utilise du chocolat de Barry Callebaut. Alors, on essaie, là, dès qu'on peut, de pouvoir embarquer notre monde dans notre écosystème. Donc, il n'y a jamais une journée où on accepte le statu quo. On est constamment à la recherche de façons de travailler qui sont innovantes, qui sont gagnantes là, pour nos entreprises puis nos partenaires d'affaires. La beauté qu'on a dans un secteur comme la crème glacée, c'est un petit plaisir de la vie. Les gens, alors nos produits se retrouvent dans les supermarchés, se retrouvent dans des crèmeries l'été, des bars laitiers. Maintenant, tu peux en manger à l'année. Ce qui existe maintenant, qui n'existait pas avant, c'est que au Québec, on a l'hiver. Alors, il y a 5-6 ans, comme de raison, les affaires pendant l'hiver étaient un petit peu plus difficiles. Mais là, maintenant, comme on fait des marques privées pour des compagnies américaines, je peux vous dire qu'en Californie, en Floride, au Texas, il fait beau, il fait chaud. En décembre, il n'y a pas de problème, là. Décembre, janvier. Mais c'est ça aussi. Ça, l'exportation, ça a diminué le risque. Dans le fond, ça a diversifié vos marchés, diminué la saisonnalité, le risque. Absolument. Alors là, on regarde ce qu'on produit en janvier, février. C'est pas tellement différent de ce qu'on produit en mai, juin, juillet, parce que il y a ces marchés-là. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la pandémie, ça l'a affecté, la consommation de crème glacée, de justement petits plaisirs glacés en général? On a eu une croissance spectaculaire. C'est aussi bête que ça. Donc, les gens ont mangé plus de crème glacée, mettons, en 2023 qu'en 2019? Absolument. Ce qui arrive, c'est que l'augmentation a été très, très forte en 2020, 2021. 2022, l'augmentation était là, mais un peu moins forte. 2023. Mais ça augmente toujours. Mais on a eu un choc d'augmentation avec la pandémie. Pourquoi? Ben, les gens cherchaient des petits plaisirs. Des petits plaisirs, ben, c'était la crème glacée. Puis après ça, il faut faire pas mal de gymnastique après pour pallier ce petit plaisir-là. Au niveau des intrants, est-ce que le coût des matières premières vous a affecté, puis le fait, est-ce que vous avez dû augmenter vos prix, puis est-ce que l'exportation, ça a été un peu comme un hedge naturel, vu qu'on reçoit notre argent en dollars américains pour... La grosse chose, c'est comme on a beaucoup investi dans notre capacité de production puis dans l'automatisation, on a réussi à avoir un processus qui nous coûte moins cher. Les matières premières, on est comme tout le monde.
Sauf que, je vous donne un exemple, quand on achète des fruits, puis qu'on a un gros client américain, ben les prix n'augmentent pas parce que le volume augmente. On est capable de commander beaucoup plus. Donc, vous négociez avec, oui, plus de volume. OK. On négocie ce qu'on appelle des truckloads au lieu de négocier pour des palettes. Donc, on a réussi à maintenir nos prix, puis on a essayé, même avec les supermarchés, là, de les pousser à de pas trop en profiter, là. Ils ont été quand même assez raisonnables. Et nous autres, nos prix, là, depuis 3-4 ans, ils n'ont pas vraiment augmenté. Ça, c'est extrêmement rare en tout cas, dans le milieu de l'alimentation. Puis justement, tu sais, je pose toujours ces questions-là vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours que tu aurais fait différemment? Que tu peux donner un conseil ou tu as un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer dans l'exportation? Première des choses, pas hésiter. Moi, j'ai été tout seul pendant des années au Bill Bocquet jusqu'en 2016. Me retrouver avec des partenaires, maintenant un partenaire, ça a changé ma vie parce qu'on pouvait se répartir les tâches. Alors souvent, les entrepreneurs ils font tout, tous les départements, c'est épuisant. Donc, il faut pas avoir peur c'est certain que c'est toujours un risque, là. Et de trouver le bon partenaire. Moi, j'ai trouvé le bon. Je suis très heureux. On est une équipe très, très forte, puis on a chacun nos spécialités. Alors ça, moi, je suis très rassuré, là, avec mon partenaire Bernard. Techniquement, il est 10 fois plus fort que moi. Alors, quand je lui arrive avec des projets, il n'y a jamais de problème. L'exportation, oui, ça peut être inquiétant, mais comme on a comme chouchouté nos relations, c'est devenu très facile. Puis honnêtement, on est capable de dire non. Il y a des gens qui nous ont contactés, qui voulaient travailler avec nous, puis on n'a pas senti que c'était pour être un partenariat équitable. Alors, on n'a pas eu peur de dire non. On a autant travaillé avec des gens avec qui on a du plaisir, avec qui travailler. J'ai juste peut-être une dernière question. Est-ce que vous les démarchez proactivement, ces clients-là, ou ils viennent vers vous? Où est-ce qu'ils vous ont vu? Je vais vous donner un exemple. Pendant la pandémie, on cherchait de la business et j'ai écrit à une grosse compagnie américaine d'origine européenne parce que je retrouvais ces produits dans les mêmes tablettes que nous, dans les produits nichés. Bon, mais ils étaient 3$ de plus que nous. Fait que là, je regarde où c'était produit en Oregon. Je m'essaye. J'ai envoyé, avec des photos, une photo du comptoir, nos produits à 6,99 ou 5,99, leurs produits à 8,99. Puis je leur ai dit, écoutez, peut-être que si vous pourriez produire plus proche, vous pourriez avoir des produits sur le marché à un meilleur prix. Ça a pris 3 mois, mais ils nous ont rappelé. Puis ils nous ont dit, écoutez, on peut-tu se parler? Ça a commencé comme ça. Donc, il faut pas nécessairement s'asseoir puis attendre que la pomme nous tombe dessus. Non. Il faut être quand même proactif puis des fois avec des idées un peu créatives, là. Ouais, je dois dire, j'ai écrit à d'autres compagnies qui ont jamais donné suite. Mais il y en a 2 qui me sont revenus, dont une qui va être un client très important pour nous. Puis justement, est-ce que le cycle entre la première approche... C'était entre 1 an et demi, 2 ans. OK, c'est ça. Il faut être quand même relativement patient, là. Oui. Absolument. Mais par contre, quand ça démarre, faut dire que quand tu as des clients, les clients qu'on a américains, il y en a des moyens puis il y en a des gros. Là, je vous parle d'un gros client. Ils ont une structure qui est beaucoup plus lourde que la nôtre. C'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Et justement, cette compagnie-là, elle nous a écrit hier parce qu'elle a un autre projet. Mais elle parle déjà de printemps 2025. C'est-à-dire que 2024, on n'est même pas là encore. Puis elle est en 2025. Mais c'est parfait. Là maintenant, on a assez d'expérience parce que là, ils nous demandent des tests, puis c'est pas simple de travailler avec eux. Mais quand ça aboutit, puis que les commandes rentrent, t'as le sourire. Oui, on est content du travail accompli, là. Ouais. Ben vraiment une conversation rafraîchissante, une conversation vraiment super intéressante, je pense, pour tout entrepreneur qui veut traverser la frontière. Je pense qu'on a récolté plusieurs bonbons glacés à prendre dans la sacoche de l'entrepreneur. Merci vraiment beaucoup, Pierre, pour cette belle conversation-là. Si ça s'adresse à des Canadiens, on est favorisé au Canada. L'entrevue est en français, il y a peut-être plus de Québécois qui vont le voir. On a vraiment un avantage concurrentiel qui est indéniable. Faut pas avoir peur de se le dire. On a une approche sur la vie, sur le plaisir, qui est spectaculaire. Puis faut s'en servir.
de tabler sur notre unicité, notre différence, notre sang latin peut-être Absolument. Basé sur le relationnel. Oui, tout à fait. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci Pierre. Parfait. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui à l'émission L'Impact de l'exportation balado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on serait ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Alors, je vous dis à dans 2 semaines.